Comme prévu, voici un diaporama pour un cours d'histoire littéraire sur le genre romanesque. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, l'objet d'étude met en avant ce genre, le roman et le récit, etc. Quant au récit, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Sachez et retenez cependant que les romans sont des récits. Attention, tous les romans sont des récits. Tous les récits ne sont pas des romans. Histoire littéraire aussi parce que, comme d'habitude, l'objet d'étude nous indique une période à étudier. En l'occurrence, comme vous le voyez, la période est très vaste, du XIe-XIIe siècle au XXIe siècle. 10 siècles, rien que ça. Profitez des silences pour prendre des notes. En ce qui concerne le récit de Nathalie Sarraute, c'est bien l'œuvre que nous devons étudier. Vous devez savoir la situer dans le temps, mais il n'en sera pas vraiment question encore dans ce diaporama. Alors pour commencer, le roman est un genre récent. Contrairement au théâtre ou à la poésie, il ne naît pas dans l'Antiquité. Il apparaît sous la dénomination de roman au XIe siècle de notre ère. Il y avait bien dans les siècles antérieurs des récits, mais ce n'étaient pas encore des romans. Retenez, s'il vous plaît, que ce qui dans notre littérature ressemble le plus à un roman dans l'Antiquité est sans doute l'Odyssée d'Homère. Parce que cette épopée, allez voir dans le dictionnaire ce que veut dire épopée, est centrée sur un héros unique, Ulysse, qui a parfois des états d'âme et une vie intérieure. Mais notre roman voit le jour en France, dans les cours seigneuriales, où des auteurs lisent des récits qu'ils ont composés pour plaire à ce public privilégié et en particulier aux nobles dames. Comme vous le devinez ici, le roman tient son nom de la langue ou des langues dans laquelle il est écrit. La langue romane par opposition au latin, qui reste la langue savante jusqu'au règne de François Ier dans la première moitié du XVIe siècle. Mais plus personne ne parlant quotidiennement le latin, les romanciers écrivent désormais dans les langues véritablement parlées à leur époque. C'est plus plaisant pour les auditeurs et les auditrices. Ces romans narrent les aventures de chevaliers courageux, accomplissant des exploits extraordinaires. On n'est pas si loin des épopées antiques, surtout que jusqu'au XIIIe siècle, ils sont écrits en vers, en octosyllabes pour être précise. Les récits, en général, ces œuvres racontent aussi les amours secrètes du chevalier et de la dame à laquelle il est dévoué corps et âme. Ce sont des romans courtois. Les récits romanesques du Moyen-Âge mêlent chevalerie et courtoisie. Les plus connus aujourd'hui sont les romans du cycle arthurien qui mettent en scène Arthur, bien sûr, son épouse Guenièvre, son amant le chevalier Lancelot, mais aussi Gauvin, ou Yvain, ou Perceval, et bien d'autres. Faisons un grand pas dans le temps pour arriver au siècle de la Renaissance française, le XVIe, comme vous le savez. Un pas de géant donc, et ça tombe bien parce que nous allons parler de géants justement. Les romans épiques, à la manière de ceux dont nous venons de parler, sont encore en vogue au XVIe siècle, mais les chevaliers y sont devenus si exceptionnels et leurs exploits si incroyables qu'on a bien du mal à y croire et que certains auteurs vont se moquer de ces grandes épopées invraisemblables en produisant des romans satiriques qui imitent ces épopées pour en rire et s'en moquer. C'est le cas de l'un de nos auteurs les plus connus, François Rabelais, qui met en scène dans ses romans des géants exceptionnels qui vivent des aventures formidables, mais sur un ton essentiellement comique. Le plus connu de ces géants est Gargantua, qui s'appelle ainsi parce que son père à sa naissance trouva qu'il avait le gosier particulièrement énorme et propre à ingurgiter des quantités astronomiques de vin. Alors il s'écria que grand tu as, sous-entendu, tu as grand le gosier, qui a donné Gargantua. Vous voyez que tout cela n'est pas fait pour être très sérieux. Ce qu'il est, en revanche, dans ces mêmes romans, c'est la leçon humaniste à en retenir. Et ainsi, notre Gargantua va faire son éducation tout au long du récit jusqu'à devenir un humaniste accompli. Il s'agit donc aussi d'un roman didactique, voyez dans le dictionnaire, comme il en existe quelques autres à cette époque. À la fin du XVIe et dans les premières décennies du XVIIe, nous sommes dans la période du mouvement baroque. Du côté des romans, elle se traduit par deux grandes tendances assez opposées. D'abord le roman picaresque, qui naît au XVIe siècle en Espagne et tient son nom du substantif picaro,
qui désigne un homme de basse condition sociale qui cherche à s'élever dans la société, le plus souvent par des moyens illégaux, le vol, l'escroquerie, le complot, etc. Le roman picaresque, donc, met en scène cette sorte d'anti-héros pour en rapporter les aventures et les déboires. L'intérêt de ces récits est dans le caractère pittoresque des péripéties que connaît le Picaro, dont le parcours l'amène à fréquenter successivement toutes les couches de la société. Il s'agit en outre de récits à la première personne, faits par le Picaro lui-même, ce qui ajoute au caractère captivant de la narration. Ce type de récit connaît un regain de popularité au XVIIIe siècle. Non sans quelques rapports avec le picaresque mais unique en son genre, le Don Quichotte de Cervantes marque l'histoire de la littérature occidentale. Son écriture rompt avec la tradition chevaleresque et contient des éléments narratifs qui le font considérer par certains critiques comme le premier roman moderne. Mais laissons-le à la littérature espagnole et concentrons-nous à nouveau sur la littérature française. Les romans pastoraux fleurissent dans la première moitié du XVIIe siècle, à une époque où le mouvement précieux, initié par des femmes de la noblesse, lassées des grossièretés de la cour et désireuses de retrouver de l'élégance et de la délicatesse dans les relations, mais aussi dans le langage, encourage les auteurs à traduire cette aspiration dans leurs œuvres. Ainsi, des romans extrêmement longs, en plusieurs volumes, racontant les amours tourmentés de jeunes bergers galants avec de jeunes bergères qui ne passent pas beaucoup de temps à garder leurs moutons, voient le jour. Il y est beaucoup question de sentiments et de la conquête de la personne aimée qui se gagne à force d'exploits et de séductions les plus délicates possibles. Ces romans sont particulièrement intéressants pour leur langue. Au XVIIe siècle, notre français moderne est en train d'éclore et de s'enrichir, de devenir une langue particulièrement riche et subtile, aussi bien en ce qui concerne le lexique qu'en ce qui concerne la syntaxe. Les romans pastoraux ont largement contribué à nourrir cette langue, et si on ne les lit plus aujourd'hui, il faut savoir que nos grands auteurs classiques y ont développé, appris leur style. Je mentionnais les auteurs classiques, voici le mouvement classique. Souvenez-vous, le mouvement auquel appartient La Fontaine, le mouvement contemporain du règne de Louis XIV, 1660-1715, règne réel, le mouvement de l'équilibre et de la mesure, le mouvement qui a pour devise placere et docere. Eh bien, c'est dans cette période et dans ce mouvement que paraît le premier roman moderne de la littérature française, cette fois, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Il marque un tournant dans l'histoire du roman. C'est le premier roman qui ressemble aux romans tels que nous les concevons aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est vraisemblable. Petit rappel, la vraisemblance est une exigence esthétique du mouvement classique. Sa vraisemblance tient d'abord au contexte de l'intrigue, un contexte historique. Madame de Clèves évolue à la cour de Henri II et elle croise tout un tas de personnages ayant réellement existé. Bien entendu, cela donne de la crédibilité à son histoire. Ensuite, c'est un roman psychologique. Madame de Clèves, son mari et celui qu'elle aime, Monsieur de Nemours, mais aussi quelques autres personnages, possèdent une réelle profondeur psychologique, une vie intérieure que le narrateur nous livre à travers la technique du monologue intérieur. Attention, le personnage ne s'exprime pas directement. On reste à la troisième personne, mais on apprend tout ce que pense et ressent le personnage à propos d'une situation ou d'une autre. Enfin, le roman de Madame de Lafayette est d'une longueur beaucoup plus conforme à la longueur des romans modernes, 300 pages environ selon les éditions. Un seul roman dans ce demi-siècle? Bien sûr que non. Mais celui-ci est très remarquable et a considérablement influencé le genre,
Et 2. Le roman à cette époque n'est pas encore le genre majeur qu'il deviendra plus tard. On considère alors en effet qu'il reste un ouvrage pour les dames, qui ne saurait atteindre au génie du théâtre notamment. Rendez-vous dans le deuxième diaporama pour la suite de ce cours d'histoire littéraire sur le roman.